Glucksmann s'oppose au mouvement tout bloqué parce que c'est le chaos. Il dit pourquoi mettre la France à feu et à sang, pourquoi faire le chaos alors que Bayrou va démissionner, en gros va ne pas être renouvelé, va être censuré, va ne pas avoir la confiance le 8 septembre. Pourquoi tout bloquer le 10 septembre? C'est la question qu'il pose et nous on va parler de tout ça parce que c'est le seul à gauche à le dire vraiment. Le PS a mollassonnement appelé à soutenir le mouvement du 10 septembre, ELV aussi. Le PCF l'a fait de manière plus courageuse et la France Insoumise aussi. Donc voilà, on a tous les partis du NFP qui ont appelé au 10 septembre, sauf Place Publique avec Glucksmann qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un mouvement tout bloqué le 10 septembre. Est-ce que ça t'étonne, Chris? On va pouvoir en parler. Comment ça va? Ça va. Moi, j'ai envie de répondre d'abord à Rafa. Rafa, tout bloqué. Tu dis pourquoi? Nous, on dit pourquoi pas. Tu vois, c'est plutôt ça, quoi. Pourquoi ne pas tout bloquer? Non, mais ça m'étonne pas. Et c'est plutôt dans l'esprit de la prophétie. Alors là, on est très... Vous voyez, on fait plus de prophétie parce qu'on n'est plus dans la guerre de position, on est dans la guerre de mouvement. Donc, on fait un peu moins de graphiques. On essaiera d'en refaire. T'es d'accord? Pas du... Mais ouais. Parce qu'il y a plein de trucs qui se réalisent. Là, on est vraiment dans la prophétie, vous voyez, de cette opposition, et on va voir comment ça se fait, entre le pôle Glucksmann, cette gauche d'accompagnement, on va dire, de pansement sur une jambe de bois du capitalisme en crise, qui essaye de se polariser face à la gauche de transformation, de rupture qu'incarne Mélenchon. Et en fait... Mélenchon appelle au 10 septembre, donc, et ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être apôtre du sein graphique pour ça. Maintenant, vous pouvez prédire Glucksmann, c'est un facteur de corrélation de 1. Dès que vous entendez dire un truc de Mélenchon, hop, il va dire le contraire. C'est exactement... Et c'est ce qu'il doit faire. C'est là qu'il est le meilleur. Et c'est ce qu'il doit faire, c'est là qu'il est le meilleur. Et donc, effectivement, alors, il ne fait pas simplement ça pour dire le contraire, il pense vraiment ça, Rafa. On va le voir. C'est vraiment... Rafa, moi j'ai l'impression d'entendre Nadal. Je suis désolé, appelle-le Raphaël parce que moi j'ai l'impression que tu parles de Raphaël Nadal qui essaie de s'opposer au 10 septembre. C'est le seul mec qu'on appelle Rafa normalement. Pardon. Il a plus d'influence dans l'histoire de France, Raphaël Nadal, que Raphaël Glucksmann pour l'instant. Ah bah clairement. Mais j'ai pas le comment dire la sacralisation du tennis comme j'ai avec le foot. Donc désolé. Donc Rafi, est-ce qu'on peut l'appeler Rafi? Rafi, on peut l'appeler Rafi, ouais. Rafi, voilà. C'est un peu ridicule en plus. Ça fait penser à Serge Rafi d'ailleurs, qui est un journaliste droitard, donc ça marche très bien. Et donc Rafi, lui, il va essayer de positionner. Et c'est vraiment sa ligne. Lui, il croit vraiment que on peut gouverner différemment. Sans attaquer les riches, sans mettre trop de pression au MEDEF, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et donc là, il dit, voilà, on a dégagé Bayrou, lui, c'est son but, c'est de gouverner, on va voir comment, on va voir avec dans quelle logique, c'est quoi sa stratégie. Il n'y a pas besoin de faire un mouvement de grève. Il y a vraiment, les révolutionnaires disent grève générale. Désolé, je vais attaquer Thorez. Mais voilà, les gens qui sont un peu coincés disent il faut savoir arrêter une grève. Et là, Rafi, il arrive, il faut savoir ne pas commencer une grève. Vous voyez, c'est vraiment le bout du bout, quoi. Ouais, bon, on va regarder du coup tout ça, voir ses avis. On va voir qu'il est rejoint par certains comme Daniel Cohn-Bendit. Alors ça ne nous étonne pas non plus, mais on va pouvoir parler de tout ça parce que il semble que dans cette division de la gauche entre une gauche de gauche et une gauche de droite, ce qu'on appelle de nos voeux pour 2027, pour qu'il y ait un duel à gauche et qu'on sache qui ira au deuxième tour et qui soutenir au deuxième tour, c'est-à-dire Mélenchon au deuxième tour avec Raphaël Glucksmann qui sera obligé d'appeler à voter Mélenchon. Alors je pense pas que Cohn-Bendit appellera à voter Mélenchon. Je pense que Cohn-Bendit, entre Le Pen et Mélenchon, il appelle soit rien, soit peut-être Le Pen, tu vois, parce qu'il va dire oui, ils ont changé, blabla, mais ça m'étonnerait qu'il appelle à voter pour Mélenchon. Mais voilà, on voit vraiment ce mouvement se dessiner. Il y a un mouvement qui est intelligent, parce que de la part de Glucksmann, enfin là, les autres noisettes, ils sont baisés, hein. ELV et le PS qui appellent au 10 septembre, mais si le 10 septembre fonctionne, à qui ça va servir? Quel débouché politique il y aura au mouvement du 10 septembre? Jean-Luc Mélenchon, ce sera pas Olivier Faure ou Tondelier. Ça aurait pu être Roussel en soi avec son programme, mais vu toutes les déclarations qu'il a fait et vu comment il se positionne, ça m'étonnerait que ce soit Roussel qui profite de tout ça, donc ce sera Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, le PS, si ça fonctionne, ils seront baisés, et si ça fonctionne pas, ça servira à Glucksmann. Mais dans tous les cas, ça ne servira pas à Olivier Faure ou à Tondelier. Et là, c'est des noisettes. Ils ont soit une possibilité de survie moindre en rejoignant Glucksmann, c'est-à-dire dans un pôle avec lui, mais en second couteau,
soit ils seront satellisés par Mélenchon. Donc il n'y a aucun espace. C'est là où c'est des noisettes. Il n'y a aucun espace où ils peuvent imprimer leur leadership. Voilà. Rappelons que cette histoire de noisettes, c'est de dire qu'ils sont entre les deux pinces, entre les deux côtés du casse-noix, c'est-à-dire Glucksmann d'un côté, Mélenchon de l'autre, et qu'en fait, ils pensent être centraux en disant nous on fait l'unité, on est centraux, c'est comme l'après. Hein. L'après, c'est vraiment les noisettes par excellence. Et en fait, ils ont pas de place et ce sera soit l'un soit l'autre, ils vont finir cassés. Quoi. Allez, du coup, on va partir sur cet extrait de Glucksmann qui est assez alléchant sur Télématin. Et c'est parti. La gauche dans son ensemble appelle à participer, à accompagner le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Est-ce que vous appelez aussi à soutenir ? Et là, on a le 8 septembre, un Premier ministre qui va tomber. Et le 10. À quoi sert un mouvement Bloquons tout ? Le but, c'est pas le chaos. Donc non, moi je vous le dis. C'est incroyable parce que déjà le gars lui dit toute la gauche, donc c'est à dire que le mec se positionne un peu en dehors de la gauche, ce qu'il faut qu'il fasse, hein. C'est-à-dire une gauche de droite centriste. Et nous on a dit positionne un peu en dehors de la gauche parce que la gauche c'est quand même, il y a quand même une centralité du programme de la France Insoumise et de Mélenchon aujourd'hui, donc il est baisé. Et ce qui est incroyable, c'est que le mec il dit exactement ce que Macron voudrait, c'est-à-dire que Macron a jeté sous le bus Bayrou pour éviter le mouvement du 10 septembre aussi. Et lui, il dit, du coup, comme Bayrou s'en va, le 10 septembre ne sert plus à rien. Alors que le problème, c'est pas Bayrou, le problème, c'est le système bourgeois, macroniste, plus large. C'est pas Bayrou en soi, quoi. c'est exactement ce que Bayrou veut. Raffi n'est pas con. Il joue le jeu parce que lui, il en profite, tu vois. C'est exactement ce que le pôle central veut. Et là, ce qui va se passer, comme on l'a dit, et c'est très bien pour Mélenchon, ce qu'il faut qu'on rejoue, c'est la partie 2017. C'est-à-dire, un autre Macron est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, Glucksmann, il faut qu'il fasse ça. Glucksmann, il n'y a rien qui va capitaliser à gauche. Il aura les noisettes juste par effet d'aspiration. Lui, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il aspire le bloc central de Macron, c'est-à-dire qu'il fasse revenir des gens qui se sont droitisés pendant les 2 mandats de Macron, tu vois, qui sont plutôt partis vers du Darmanin, vers du Retailleau, du Édouard Philippe. Faut qu'il les fasse revenir dans un Macron. Tu sais, Macron, en 2017, je sais pas si tu te rappelles, mais personne savait vraiment si c'était de gauche, si c'était de droite. On l'a mis au centre. Alors nous, on savait qu'il était de droite, mais oui. Non, Chris a avoué que lui, il pensait que Macron était de gauche en 2017. Il nous avoue des choses, Chris, aujourd'hui. Quand tu vois la campagne que j'ai faite, il y a peu de risques. Non, mais tu vois ce que je veux dire, l'espace politique était pas prêt pour ça. Et en fait, ce qui l'a mis au centre, ce qui l'a centrisé, c'est le fait que en février, Bayrou les rejoint. Et du coup, pour le comité électoral français, tu vois, je veux dire, la commission des élections. Du ministère de l'Intérieur, hop, il est devenu un peu le centre-gauche, voilà. Mais au départ, quand il lance sa campagne, Hollande, on ne sait pas encore s'il y va, il vient du PS, il vient du gouvernement Hollande, il est plutôt vu comme l'aile droite du PS, tu vois, le centre-gauche, comme Strauss-Cahnien, il n'est pas vu comme un président de droite comme aujourd'hui, voilà. Et en fait... De toute façon, c'est vraiment un autre Macron est possible, hein. Glucksmann, c'est vraiment le même mec, hein. Et c'est pour ça qu'il faut bien dire, préciser, c'est pour ça que je parle de ça, un autre Macron 2017 est possible, tu vois, c'est pas le Macron... c'est pas le Macron 2022. C'est pas le Macron, ni encore moins 2025, tu vois, c'est ça qui... Oui, c'est un Kersarmer, c'est un Macron, c'est un Justin Trudeau, c'est exactement la même veine, hein. Et donc, il essaye, donc c'est là où c'est une impasse, c'est parce que c'est totalement anachronique. C'est-à-dire que ça n'a... C'est pareil, tu vois. J'essaie de combattre l'extrême droite avec une gauche de droite, pro-génocide, atlantiste jusqu'au bout, néolibéral. Je veux dire, tu fais rien du tout avec ça, hein. Et là, on parle souvent de la catégorie du possible, du rêve, de tout ça. Qui ça fait rêver ce truc-là, tu vois? Genre, à la limite, en 2017, Macron faisait un peu rêver les techno-scientifiques, les gens qui se disaient oui, la start-up nation et tout. Mais là, plus personne n'y croit, tu vois. Donc c'est vraiment anachronique. Plus personne ne rêve de la start-up nation en 2025. C'est ça. Et en plus, tu te dis, cette catégorie-là a échoué. C'est un échec sans nom. On l'a vu, Kersheimer, etc. Ça a échoué complètement. En Allemagne, ça a échoué. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment anachronique. Ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas. Mais lui, il va tenter ça parce que, et là, retenez la phrase, il y a un électorat. Il y a un électorat pour ça. C'est-à-dire âgé, propriétaire. On verra dans le graphique. On fera quand ça se refroidira. J'espère pas, mais voilà, on aura peut-être le temps de faire ça. Il y a un électorat pour ça, on l'a mis dans le graphique, en haut, un peu à droite, etc., qui
ne veut pas le chaos. Voilà. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas le chaos. Quand vous voyez, par exemple, les Gilets jaunes, en 2018, c'était 70% d'adhésion de la population. Là, aujourd'hui, c'est à peu près pareil pour le mouvement du 10 septembre. Leur objectif à eux, c'est de prendre une partie des 30% qui n'ont pas cette adhésion. Voilà. Tout en essayant... Ces 30%, ils votent de fou, en fait. C'est 30% qui votent beaucoup et qui votent de manière stable. Donc, en fait, c'est vraiment un électorat qui est plus facilement mobilisable que l'électorat de Mélenchon, qui essaie de faire sortir des gens de l'abstention, des gens qui sont déclassés, défavorisés, issus de l'immigration, dont certains sont même pas inscrits sur les listes électorales, hein, parce que ça, on le rappelle, hein, mais faites inscrire les gens sur les listes électorales si vous pouvez. Encore une fois, on n'est pas électoraliste, on n'est pas là à dire que tout va changer par les élections, mais ça fait partie de la possibilité qu'on a pour engager le rapport de force. C'est pas pareil une Assemblée nationale où il y a 200 insoumis qu'une Assemblée nationale où il y en a 10. C'est pas pareil une Assemblée nationale comme à l'époque, je sais pas, dans les années 50 où il y avait 30% de PCF qu'une Assemblée nationale où il y en a 5% de PCF. Et donc il faut que les gens puissent aussi élire des députés et voter aux élections présidentielles. Or, parmi les gens les plus à même de voter pour des candidats de rupture, notamment des candidats de gauche, il y en a plein qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et c'est pour ça que des fois, alors c'est un peu cringe, t'as des députés insoumis qui appellent au 10 septembre et qui mettent leur site là, onvoteinsoumis.fr, où on peut s'inscrire facilement sur les listes électorales. C'est un peu cringe, mais je comprends ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils se disent, il y a des gens qui veulent changer les choses, qui veulent aller au 10 septembre, mais qui, le jour où ils voudront voter potentiellement pour eux, ils pourront même pas voter parce qu'ils seront pas inscrits. Donc ça, n'hésitez pas à aller vous inscrire ou à aller faire inscrire des gens sur des listes électorales, c'est important. Et surtout, en fait, tu l'as bien dit, comprendre un truc, c'est quand vous mettez dans la tête des catégories dont on a parlé, les gens qui veulent pas le chaos, les propriétaires, les retraités, etc., plutôt cet espace-là, bah, quand vous mettez une idée dans la tête, vous avez 8 chances sur 10 qu'elle se retrouve dans l'urne. Voilà. Quand vous mettez... Donc, vous savez, quand il y a un gars qui dit « Ah oui, il est bien, ce gars-là, il y a 8 chances sur 10, 0,8 sur 1, que ça fera 0,8 voix sur 1. » Parce que, comme tu dis, à 80%, il se déplace. Quand vous mettez dans la tête d'un prolo « Ah, c'est bien ce qu'il a dit Mélenchon !» il n'y a que 0,5% de chance de faire une voix. Parce que, justement, ils sont beaucoup plus abstentionnistes. Donc, il faut mobiliser beaucoup plus. Et ces deux trucs, il faut convaincre. Mais il ne faut pas simplement convaincre par les idées, il faut convaincre de se déplacer. Et ça, de se déplacer, de se mobiliser, voilà. Et ça, c'est très compliqué. Donc, comme tu l'as bien dit, les gens qui ont des stratégies purement électorales comme Glucksmann, et lui, c'est purement électoral, il dit, vous m'élisez, on vire Bayrou, on met on va le voir ensuite, on met un premier ministre de ma ligne, quoi, et hop, ça va changer. Et hop, touchez à rien. Restez chez vous, les fins de chantier, voilà. C'est ça qu'il essaye de faire. Et donc, il parle aux gens qui sont le plus à même de l'élire et de vraiment se déplacer pour le faire. Je le dis clairement, non. Le but, c'est pas le chaos. Hein, et moi, je veux revenir sur ça parce que tu as parlé, alors pour ces termes, du mot du chaos, mais là vraiment, il y a un logiciel de classe. Le chaos pour qui ? Oui. Quand tu as des gens, après la mort de Naël, qui vont prendre des sacs de riz pour leur famille. En quoi c'est le chaos pour ces gens ? C'est pas le chaos, en fait, c'est des gens qui ont accès à une consommation auquel ils n'ont pas forcément accès normalement et qui prennent pour pouvoir consommer. C'est le chaos pour le propriétaire. C'est le chaos pour le propriétaire du supermarché et tout ça. Donc en fait, ce qu'ils appellent chaos, en fait, c'est la mise à bas de leur régime propriétariste bourgeois, tu vois, tout comme pendant la Révolution française. J'imagine bien que les aristocrates et les royalistes pensaient que c'était le chaos, en fait. Pensaient que c'était le chaos révolutionnaire et tout ça, et en fait, ça a permis l'avènement d'un nouveau monde et d'un monde qui est celui de la France révolutionnaire, qui a quand même permis, même si c'est un régime bourgeois, qui a permis des droits formels, qui a permis d'arrêter avec le droit du sang, les privilèges et tout ça, même si c'est encore une fois largement insuffisant. Vous connaissez bien la critique marxiste de la Révolution française. Mais voilà, ces gens-là pensaient que c'était le chaos aussi. Donc vraiment, c'est un logiciel qui est avec œillère et qui parle à une certaine catégorie de la population qui sont les retraités qui veulent que la retraite tombe et les bourgeois. En gros, c'est ça, hein, et c'est l'électorat Macron. L'électorat Macron, c'est les plus riches et les retraités qui flippent que Mélenchon ou Le Pen fassent dévaluer la monnaie et leur retraite, hein, c'est ça. Hein. C'est le chaos, comme on dit, c'est un jugement fait valeur, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai quand vous êtes dans la position de la bourgeoisie propriétariste qui est conservatrice, voire réactionnaire. Voilà, c'est le chaos. Mais, comme tu l'as dit, d'un autre point de vue, d'un autre sujet collectif, c'est les Lumières, quoi. Voilà. Et là... ils vous promettent le chaos, alors qu'il n'y a que pour eux que c'est le chaos.
pour vous, c'est la possibilité d'un monde meilleur. Voilà. Et ça, il faut bien l'entendre. Quand vous entendez vos ennemis politiques, vos ennemis économiques, vos adversaires, etc., parler de chaos, dites-vous, ça veut dire que pour nous, c'est des lendemains qui chantent. Voilà. N'ayez pas peur des anathèmes de l'ennemi. Ce sont des compliments qui sonnent dans vos oreilles. Et il y aura un vote le 8 septembre, puisque le Premier ministre en a décidé ainsi. Donc en fait, là, ce qu'il faut, c'est pas bloquer plus un pays qui l'est déjà. Ce qu'il faut, c'est se mettre au travail, voir si un compromis est possible. Et si Voir si un compromis est possible. Non mais attends, mais les mecs, c'est la boucle. Ça fait 2 ans que c'est comme ça, 2 ans qu'on essaie d'avoir des compromis et tout, que Macron est minoritaire, qu'il essaie de... Enfin, oh là 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 là, quel enfer. Mais moi, après, franchement, je vais dire un truc pour Rafi. Je sais pas, conseil, hein, si tu veux être président de la République, sois un peu moins arrogant, tu vois. Vraiment, il est... Je sais pas comment tu le ressens, je pense, sur la forme, il est hyper péremptoire et arrogant. Vraiment, il va prendre très cher. Hein. Moi, je te dis, il va pas tenir le coup s'il a cette méthode de communication. Ouais, et puis il y a un truc avec le compromis. Moi, ce que j'aime pas, c'est que, en fait, les gens disent rien pendant hyper longtemps, n'osent pas forcément aller dans la rue, aller faire grève et tout. Et au moment où les gens s'organisent, là, d'un coup, ça parle de faire des compromis, tu vois. Et c'est un peu insupportable. Tu sais, ça fait penser aux personnes qui sont violents à domicile et tout, qui vont, je sais pas, les violences conjugales, par exemple, tu vois. Le gars, ça fait 5 ans qu'il frappe sa femme, et au moment où elle dit qu'elle va porter plainte, le mec dit « Ah bah non, mais je vais changer, machin, et tout. » Tu sais, c'est vraiment ça. C'est le gars, il fait aucun compromis. Il fait une politique de porc, tu vois, avec de la casse sociale pour les gens les plus populaires, avec des guerres impérialistes, avec des génocides et tout. Et au moment où ça chauffe un peu, il dit « Ah bah non, mais on peut faire un compromis, tu vois. » C'est là, mais mec, tu nous as jamais respecté, il y a jamais rien eu, et d'un coup, il y a un compromis, tu vois. Enfin, c'est insupportable, je trouve. Le compromis, c'est tu dégages. Il n'y a pas de compromis. Maintenant, tu dégages. Et je rappelle aux gens, on ne veut plus aller sur onneveutplus.fr, participer, on ne veut plus tous les mouvements, toutes les boucles, pas forcément, on ne veut plus, mais les autres. Il y a un mot d'ordre, c'est on dégage Macron. Voilà, et par la rue. Voilà, donc on dégage Macron. Nous, on a pré-shot qu'il n'irait pas 2025. Vous voyez, donc ayez confiance, bougez-vous, ça va arriver. Vous voyez, c'est le Saint Graphique qui vous l'a dit. un compromis n'est pas possible, faire trancher par les électrices et les électeurs, les Françaises et les Français, l'avenir de leur pays. Après. La gauche, dans son ensemble, appelle à participer à... Ouais. Là, ça, c'est intéressant. Parce que là, il dit qu'il faut faire trancher par les électrices et les électeurs. Qu'est-ce qu'il veut comme, comme méthode? Voilà. Est-ce qu'il appelle à ce que Macron s'en aille? Moi, si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Voilà. Je pense qu'il a raison. Est-ce qu'il appelle à une... Jamais dans le cas de Macron s'en aille. Dans le cadre d'un mouvement social, Raphaël Glucksmann est élu, c'est impossible. Hein. Ouais, mais justement, après, ça va se refroidir. Du coup, lui, l'idée, c'est... Tu verras, si Macron se barre, et il fera pas une présidentielle en 3 semaines comme il a fait avec les dissolutions. Il mettra 6 mois, le temps que ça se refroidisse, que ça parte sur une campagne. Et là, il faudra tenir la rue, tu vois. Mais en tout cas, il a plus d'intérêt qu'une dissolution. Il n'a pas de parti, il n'a pas de candidat. Si tu vas faire les places publiques, il va pas gagner les élections législatives, Glucksmann. Donc ah bah oui. De toute façon, il s'était bien fait baiser, ça c'était trop marrant. Tu sais, c'est le même là où t'as un groupe qui parle, un gars qui dit un truc, le groupe qui parle qui fait un pouce. Et puis après il continue de parler, c'était vraiment ça, c'était ouais il faut un cap clair et tout, et puis t'avais Bompard, Fort, Tondelier et Roussel qui parlaient ensemble, et lui il avait pas de parti, il était baisé, et il avait eu 5 places, un seul député, enfin c'était trop drôle. C'est ça, un seul député, ancien ministre de Macron, hein, c'est juste... Ouais, il y a des fois il faut juste regarder, hein, mais donc qu'est-ce qu'il nous dit? Et là-dessus il a raison. Et là-dessus c'est voilà, même mot d'ordre. Alors s'il veut appeler à la démission de Macron, on a raison, voilà. Rien ne peut se passer tant qu'il est encore là. Voilà. Donc c'est le mot d'ordre absolu. Tu dégages, voilà. Et tu dégages par la rue, quoi. Et donc ouais, lui, il va essayer de jouer sa partie. Alors peut-être dans une dissolution, il va essayer de faire peut-être un rassemblement anti NFP, tu vois, anti FI, c'est-à-dire avec les Noisettes plus lui. Mais les Noisettes, dans une législative, lui laisseront pas la main. Et du coup, il y a Attal aussi. Enfin, donc il va essayer de faire un truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit vraiment quand même que Macron est au bout du bout. Je sais pas qui va pouvoir nommer pour s'en sortir. Nous, on a pré-shot que ce sera Cazeneuve.
Il va essayer de faire ça parce que son dernier moyen maintenant, c'est de fracturer la gauche et fracturer le PS pour qu'ils se battent entre eux et que ça lui laisse de l'air, mais ça va pas aller très loin. Ouais. Bon, on va passer à Daniel Cohn-Bendit parce que moi, j'aimerais bien l'avis de quelqu'un de gauche. Daniel Cohn-Bendit, c'est un révolutionnaire. Voilà, c'est un révolutionnaire. On se rappelle de lui à mai 68. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment la boussole de la gauche française. Attention, ne critique pas mai 68. Peut-être que c'est trop soralien. Voilà. Non, c'est trop clouscardien. En réalité, il y a un mai 68 qui est souvent oublié, qui est le mai 68 ouvrier. Et qui est le plus intéressant, et puis t'as un mai 68 qui est toujours mis en avant par les médias, qui est le mai 68 un petit peu plus libertaire Cohn-Bendit, qui peut avoir des aspects intéressants en soi, mais qui a aussi donné des épaves, comme certains, je ne dirais pas qui, je ne citerai pas des noms d'épaves, mais qui a donné des épaves devenues des immenses droitards qui gagnent 8000 balles par mois planqués depuis la nuit des temps. Et du coup, on va voir une interview de Daniel Cohn-Bendit, mais évidemment, on ne parle pas de lui. La France et les institutions et les partis politiques, tout le monde participe à cette situation. On a une situation d'une société bloquée. Une société, c'est pour ça que le mouvement de bloquons tout est complètement idiot, puisque de toute façon, tout est bloqué. Et je vois pas ce que ça changerait. Moi, déjà, je pose une question. Pourquoi est-ce qu'on a l'avis de Daniel Cohn-Bendit ? Je veux dire, il y a des gens comme ça qui donnent tout le temps leur avis. Il y a BHL. Ouais. Il y a Cohn-Bendit. Il y a qui ? Il y a Alain Minc. Ouais. Christophe, Ouais, on le voit moins. Mais il y a des mecs comme ça, ils donnent toujours leur avis surtout. Alors, en vrai, on s'en bat les couilles. C'est des boussoles qu'indique le Sud. C'est ridicule. Enfin, non, à la limite, tu vois, il y a un mec, alors on le voit moins à la télé maintenant, mais Attali, je le trouve intéressant. Non, mais ce qu'il raconte est toujours. Alors, des fois, c'est très souvent pas dans notre sens, mais au moins, je trouve qu'il y a de l'analyse, tu vois. Mais ce que raconte Cohn-Bendit, c'est toujours un truc de merde. Et quand il se fait mettre à l'amende par un journaliste, ça finit en insulte. Il est hyper violent, tu sais. Enfin, vraiment, c'est vraiment nul, quoi. Il tutoie les mecs d'un coup, on sait pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle un bon client. Cohn-Bendit, il a réussi à mieux que BHL, parce qu'on le voit un peu moins. Il a réussi à passer pour un opposant de foire, en fait. C'est un faux opposant. Il s'énerve, il gueule, il dit des gros mots, tu vois. Ouais. Mais en final, t'as l'impression que c'est un opposant quand tu le vois à LCI, mais en fait, il est pro-Macron de A à Z, tu vois. Donc en fait, ça permet d'avoir une opposition fantoche, tu vois. Et il joue bien ce rôle-là. Mais quoi ça se terre, tout est bloqué, tu vois. Enfin, il raconte n'importe quoi de A à Z, mais j'ai l'impression de dire, on a invité Cohn-Bendit, vous voyez, on est pluraliste, quoi. Voilà. Deuxièmement, on a, Marcel Gauchet l'a très bien expliqué d'ailleurs dans Le Monde il y a quelques jours, une société. C'est vraiment le monde d'avant. Les mecs qui te citent des intellectuels qui ont 90 balais, qui sont inintéressants et tout. Marcel Gauchet, le débat, vraiment, les mecs de droite, voilà, enfin, c'est une folie, quoi. Et d'ailleurs, Marcel Gauchet, qui est l'inventeur pour tous ceux qui croient que c'est soralien, ou même clouscardien, etc., qui est l'inventeur de toute la théorie sociale contre sociétale, qui est l'inventeur de le PS a abandonné. Alors, ce qui est vrai, hein, mais tu sais, le PS a abandonné les classes populaires et s'est retranché vers l'antiracisme et le social contre le sociétal, repris par tous les droitards. Zemmour, Soral, etc. Voilà, vraiment ce qui a boosté l'extrême droite. C'est pas vraiment ce qu'il dit, Clouscard. Clouscard, il dit c'est un faux antiracisme, tu vois. Genre, il dit pas l'antiracisme contre le social, là, il dit pas ça, Clouscard. C'est ce que je te dis, c'est pas Clouscard. Il y a des clouscardiens soraliens qui disent ça, mais Clouscard ne dit pas ça. Et c'est ce que je te dis, c'est pas Clouscard, et la thèse que Soral, Zemmour et tout reprennent vient pas de Clouscard, qui est plus fin que ça, vient de Marcel Gauchet, qui est vraiment un type du centre, etc., et qui avait écrit un article dans son journal Le Débat, le retour du noublié, la lutte des classes. Et voilà, c'est comment les droitards, dont lui fait partie, Marcel Gauchet, et ensuite Zemmour, Soral, etc., ont utilisé la lutte des classes, l'abandon de la lutte des classes pour vendre leur théorie d'extrême droite, alors que eux n'ont jamais participé à 1 degré, 1 pied dans la lutte des classes. Donc voilà, c'est bien de le rappeler. L'historien où les particularismes s'imposent, c'est-à-dire il y a un nombre incroyable de revendications qu'on est prêt à d'ailleurs défendre même avec la violence, dit-il, mais il n'y a aucune idée de l'ensemble de la société. Et donc, quelle serait...
tu vois, il navigue à vue. Là, le mec est invité sur BFM TV. Premièrement, il a un son de merde. Deuxièmement, il raconte n'importe quoi. Il dit le problème du mouvement, c'est qu'il y a plein de revendications sans idée de la totalité. Je veux dire, c'est quoi cette critique oui, il n'y a pas une analyse totale. C'est pas le manifeste du Parti communiste, le mouvement Bocuse. Je veux dire, personne n'a jamais dit ça. Ça n'empêche pas que ce soit un mouvement social. La plupart des mouvements sociaux ont des revendications particulières sans avoir une vision globale de la société. Ou alors c'est des mouvements révolutionnaires communistes, sinon, mais c'est assez rare en fait. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Hein. Historiquement, c'est la gauche anticommuniste, Daniel Cohn-Bendit, et maintenant, c'est l'anticommunisme tout court. Quoi. Aujourd'hui, le rôle des partis gouvernementaux, des partis réformistes, qu'ils soient de droite, qu'ils soient du centre, qu'ils soient de gauche, ce serait... Puis, j'aime pas cette utilisation, je suis désolé d'arrêter tout le temps pour les gens. Réformiste, ça veut dire que tu veux faire la révolution par la réforme. Emmanuel Macron n'est pas un réformiste. Ça ne veut rien dire. C'est un réformateur. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu fais des réformes que t'es réformiste. La contre-réforme des retraites est une réforme, mais c'est pas quelque chose de réformiste. Par contre, on pourrait qualifier les insoumis de réformistes. Se dire, ils veulent faire des trucs. Alors, les insoumis, parfois, se qualifient de révolutionnaires parce qu'ils ont la révolution citoyenne par les assemblées, c'est un peu différent. Mais théoriquement, un parti, même le PCF actuel est réformiste. Le PCF actuel propose des réformes pour essayer d'aller vers le communisme ou des choses comme ça, et de faire la révolution par la réforme plutôt que par la prise du pouvoir dans des grèves, par des assemblées populaires de travailleurs ou des choses comme ça, comme ce qui s'est passé par exemple en 1917. Quoi. Mais bref, c'est chiant d'utiliser ce terme, c'est à tout va. Quoi. D'organiser, de trouver des compromis. Mais aujourd'hui, les partis politiques pensent qu'ils ont seuls raison. Et donc, dans cette situation, je ne vois pas, même en prenant la proposition d'Édouard Philippe d'une dissolution, ça changerait quoi? C'est le même coup, le même bide, ça donnera le même bide que la première dissolution. Et lui, là, il appelle du coup à des compromis entre différents partis politiques, ce qui est encore une fois une espèce de vision... c'est très conservateur, ça paraît être un truc très démocratique, mais c'est souvent très conservateur ces trucs-là. On va trouver un compromis entre différents partis gouvernementaux. Le compromis, c'est toujours le libéralisme à ce moment-là, tu vois, c'est toujours un truc tiède et qui conserve la société actuelle, tu vois. T'as jamais un compromis qui peut être révolutionnaire, ça n'existe pas, enfin, entre des partis comme ça électorales, hein, je veux dire. De toute façon, eux, ce qu'ils appellent compromis, c'est des compromissions. Hein. Faut pas, faut pas se voiler la face. À chaque fois, c'est pour te la faire à l'envers. Hein. C'est les compromis, tout change pour que rien ne change. C'était Macron, ça. Tout change pour que rien ne change. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus le PS, il n'y a plus l'UMP, il y a un nouveau parti, les jeunes, c'est plus des vieux, etc. Puis en fait, rien n'a changé. Le climat ne change pas, quelle clarification aura lieu s'il y a une dissolution et une élection dans 6 semaines? Si je vous suis bien, Daniel Cohn-Bendit, tout le monde est responsable, majorité, opposition. Est-ce que François Bayrou a lui aussi sa part de responsabilité? Parce que visiblement, il s'est un peu lancé dans le vide sans être sûr que quelqu'un allait le raccrocher. Tiens, juste avant qu'il réponde, il y a Sarah Legrain qui dit un truc marrant en commentaire. Elle dit merci, les éditocrates détestés continuent à donner du carburant au mouvement, c'est super gentil. Ça, c'est assez vrai. Salut Sarah. En fait, je sais pas s'ils le font exprès, mais faire passer Daniel Cohn-Bendit pour donner son avis sur le 10 septembre, c'est le meilleur moyen de pousser les gens à la grève. Hein. Et tu sais, on avait carrément. Sarah, elle a souvent raison sur. Enfin, elle a cité la moïsation, donc on peut pas lui reprocher d'avoir une mauvaise vision. Non, au-delà de la blague, tu te rappelles, on avait parlé pour Macron de populisme bourgeois. Et tu vois, là, ça s'incarne bien, le populisme bourgeois chez Cohn-Bendit, parce qu'il explique bien... non, mais tout le monde est responsable, tous les partis politiques sont responsables, pas dû, donc ça sert à rien de voter, peu importe lequel va être élu, ce sera pareil, donc faites un compromis, tu vois. Il met tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est rigolo, parce que normalement, le côté bonnet blanc, blanc bonnet des partis, c'est un truc, tu sais, qu'on qualifie de populiste. Lui serait le premier. Ben là, c'est le populisme bourgeois. C'est-à-dire de dire, oh là là, surtout pas d'élection, parce qu'en fait, il sait très bien qu'il y a des partis qui, eux, sont moins compromis que lui, que Macron, et vont tenter de changer plus les choses, et que ça risque de lui tomber sur la gueule, sur, je sais pas, sa maison de campagne, sa feuille d'impôt, je sais pas quoi, tu vois. Et non, il préfère dire, c'est tout pareil, donc surtout n'allez pas aux élections. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que nous, on parle
tout à l'heure, tu as fait la précision de nous, on parle de la rue et les élections, on va dire c'est le point tiède de la révolution. Et ben lui, pour lui, c'est encore trop chaud. Il dit non, surtout pas d'élection, faites un compromis de palais là, à Versailles, en congrès, sous les ors monarchiques, etc. Et là, on voit vraiment le conservatisme absolu de la bourgeoisie qu'il incarne, c'est-à-dire on ne veut même plus d'élections, on veut des accords de palais monarchiques. On rejette le peuple et on fait un espèce de populisme bourgeois, c'est-à-dire et d'antipopulisme finalement, c'est-à-dire on ne veut pas que le peuple s'exprime directement dans la rue et même plus dans les urnes. Voilà. Et vraiment, c'est une radicalisation antidémocratique, antipopulaire de la bourgeoisie, mais c'est classique dans les mouvements tels qu'on les vit aujourd'hui. Enfin, je comprends pas sa démarche. Moi, j'avais soutenu l'idée de François Bayrou parce que je croyais qu'il était l'homme capable de compromis, de parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne vois pas... Enfin, je trouve que trouver un compromis sur le budget... Non mais déjà, le gars... Enfin, je sais pas s'il y croit. Enfin, je sais pas à quel point il y croit. Ça paraît con, mais... Le mec t'explique, je trouvais que c'était l'homme capable de compromis. Mais le compromis, c'est pas une histoire d'homme. Je veux dire... c'est une histoire de parti, c'est les partis qui font les accords et tout. Tu peux foutre n'importe qui de macroniste, s'il n'a pas de parti qui va à qui il peut tendre la main parce qu'il a un pied dans un autre parti. Par exemple, si tu mettais Retailleau Premier ministre, bon, il n'acceptera sûrement pas, mais peut-être que Retailleau, il peut avoir un accord avec une aile droite, ciotiste ou je sais pas trop quoi, que ne peut pas avoir Bayrou parce qu'il va pas avoir la même politique, il va les mettre en avant, il va leur mettre des ministres, il va faire, enfin, voilà, ça va se passer, c'est des accords gouvernementaux. Tu peux pas garder le même accord gouvernemental et juste changer de tête et te dire, ah ben ce mec, je pensais qu'il ferait des compromis parce qu'il a une bonne bouille, tu vois, ça n'a aucun sens. Pareil, si tu veux que le PS accepte le truc, il faut foutre, on va peut-être en parler, il faut foutre Cazeneuve Premier ministre, il faut faire un truc pour que le PS il soit un peu bloqué parce qu'ils ont des ministres et qu'ils votent avec eux, quoi. Il faut qu'il y ait ça recoupe même plus des partis, c'est des lignes politiques, quoi. Voilà. Et là, si tu remets un Bayrou bis, tu recouvres aucune ligne politique. Alors le PS va jouer le jeu de nous on bloque pas, machin, pour s'opposer à la FI. Mais à la fin, pour qu'ils acceptent, tu vois, là ils vont tous voter la non-confiance. Pour qu'ils acceptent une confiance à un nouveau Premier ministre, va quand même falloir leur donner des gages. Et là, ils les donnent pas. C'est quand même pas difficile. Et moi, je crois, alors je vais faire du Trump, si vous voulez. Moi, en 48 heures, je crois qu'on peut faire un compromis avec le Parti socialiste et même avec une partie des écologistes. Est-ce qu'il a tort Ça, là-dessus, on va lui donner raison. Le gars, il dit, je crois que les écolos et le PS peuvent trahir. Mais c'est exactement... Il a peut-être raison. Mais c'est là où... C'est pour ça qu'on parle de ça juste après Rafi. C'est exactement ce que veut obtenir Bayrou. Il a dit récemment qu'il avait 5% de chance de se sortir. Moi, le graphique dit 0,5. Mais dans ces 0,5, il y a effectivement un pôle Rafi, Hollande, Nicolas Meyer-Rossignol, Jadot, voilà, qui se constitue autour d'un Cazeneuve, quoi, et qui crée un truc comme ça en disant on vient sauver la France du chaos. Voilà. Et ça, c'est un coup tentable, c'est vraiment un coup dégueulasse. Voilà. Et là, pour eux, c'est un coup de dire on vient tenter de sauver la France du chaos. Moi, ce que je vais leur dire, c'est de dire vous êtes out, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça, c'est un truc qu'on pouvait tenter presque en 2018, 2019, pendant les Gilets jaunes ou quoi. Là, ça veut dire que vous allez sauver la tête de Macron. Nous, on viendra vous le rappeler. Vous avez sauvé la tête de Macron. Si vous arrivez à faire ça, votre truc, avec la propagande des médias derrière qui va s'emballer, bravo, la gauche responsable, tu vois ce que je veux dire, la gauche qui n'a pas peur de gouverner, qui n'est pas dans l'incantation, contrairement à Mélenchon, qui veut mettre le bordel, etc. Voilà. Nous, tout ce qu'on viendra dire, c'est de dire, vous avez sauvé Macron. Voilà, vous avez sauvé 2 ans de Macron. Donc, ce sera votre bilan. Yes. Bon, on continue. C'est pas non plus, c'est combien? Allez, arrêtez. Il faut trouver 44 milliards sur 1700 milliards. 2%. Enfin, arrêtez. C'est pas la fin du monde. Non, mais le mec, il croit que c'est 44 euros sur 1700 euros d'un mec, tu sais, qui a 300 balles de loisirs par mois. Bah, ça, c'est pas très dur à trouver. Par contre, 44 milliards, quand ça correspond au budget de l'éducation nationale, x5, plus je sais pas quoi, c'est pas pareil, tu vois. Ah, mais moi, je suis d'accord avec lui, hein.
c'est pas dur à trouver. Oui, pas dur. d'accord aussi, mais je veux dire, sans toucher aux riches, c'est dur. C'est ça le problème. C'est 44 milliards dans la poche des pauvres. Voilà. Donc ça devient de plus en plus dur à trouver, d'où les crises. Mais 44 milliards, ça, lui, il dit 48 heures parce qu'il est, il est vieux. Mais nous, je pense qu'en toi, moi, on met Zoé forcément, donc on raccourcit les délais parce qu'elle est brillante. En 48 minutes, on trouve 44 milliards, voire 200. Hein. Tu vois, genre les aides aux entreprises. Moi, j'appelle Fabien Gay, je lui demande un peu où est-ce qu'il y a de l'argent, et puis voilà. Hein. C'est donc, oubliez-le pas. Voilà, donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que comme il raconte toujours un peu n'importe quoi, parce que c'est Cohn-Bendit, quoi. Voilà, il dit aussi des trucs du style. En fait, il dit un truc, il dit, en fait, vous faites n'importe quoi. Voilà. Elle dit, voilà, à votre truc à aller saigner les pauvres, etc., on se rend compte que vous faites n'importe quoi et que vous êtes en train de créer du chaos. Et donc, là, et c'est là où ils vont rejouer cette truc de centre-gauche, gauche traître, etc., ils vont dire, voyez, on a viré Bayrou, on revient un peu sur la gauche avec Cazeneuve, un accord, etc., et puis regardez, on va aller faire une petite taxe sur les riches, les hauts profits, etc. Mais qui sera même pas une attaque. Nous, de toute façon, moi, je suis contre les taxes sur les riches. C'est n'importe quoi. C'est pas la richesse des riches qu'il faut attaquer, c'est les riches directement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est à la fin, ils vont leur demander une obole, quoi. Tu vois, ils vont leur demander la piécette dans le tronc des bourgeois catholiques du 19e, quoi. Tu vois, j'ai les dames patronesses. C'est ça qu'ils veulent essayer de faire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint ce que nous, on dit. Ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que même Cohn-Bendit dit non, mais ils peuvent plus. Tu vois, normalement, en 48 heures, c'est réglé. Ça prouve bien qu'en haut, ils ne peuvent plus, quoi. Et vous voyez, même Cohn-Bendit le dit. Il y a quand même, donc, il faut donner, oui, il faudra prendre un peu aux riches, ceux qui gagnent plus. Oh là 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 là, quel banger. Daniel Cohn-Bendit, camarade, vrai camarade. Il faudra répartir, mais tout ça, c'est de la politique. Si vous avez envie. Et je crois que le seul qui soit lucide aujourd'hui et courageux, c'est Raphaël Glucksmann. Oh là 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 là. Il l'a dit. Il est en train de le fabriquer. La prophétie. Mais tu penses qu'il y a vraiment des gens... Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui donnent du... Tu sais, les vieux lecteurs de francs-tireurs, ils donnent du crédit à Cohn-Bendit, je pense, tu vois. Alors en plus, ils trouvent ça un peu exotique. Ils se disent oui, bon, il est quand même un peu révolutionnaire, un peu vulgaire, un peu machin. Ah ouais, c'est ça. Il a dit non à la mobilisation de tout bloquer. Il dit il faut une méthode, il faut calmer le jeu. Et le grand débat aura lieu dans 2 ans, lors de l'élection présidentielle et après des législatives. T'as des gens, tu sais, il y a 2000 enfants à la rue en France et le mec te dit ouais, dans 2 ans, on fera peut-être une élection. C'est exactement le coup de Bayrou. Bayrou sait qu'en démissionnant, en posant la confiance, il va se barrer. Là, je vous le dis, les gens, bougez-vous. Le 10, après le 10, avant le 10, le 8, voilà. Parce que ça tremble de partout en haut, parce qu'ils ne peuvent plus. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'éteindre la colère sociale, justement par le programme de Cohn-Bendit qui vient de vous détailler de A à Z. On dégage Bayrou, on fait un petit compromis où on met un peu de taxe de riches en disant on a compris, restez chez vous, restez tranquille, etc. Macron tient, et ensuite on fabrique cette gauche anti-Mélenchon pour préparer 2027. C'est exactement leur plan, c'est-à-dire de refroidir la situation révolutionnaire. C'est de faire croire qu'en haut, ils pourraient encore, alors que nous, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Et là, ils essayent de refroidir le mouvement comme ça. C'est le coup que fait Macron, là. Et Cohn-Bendit, on l'a détaillé dans les capsules d'avant, hein. Cohn-Bendit ne fait que confirmer, mais ouais, bougez-vous, parce qu'en fait, Macron, je redis, est à 2 doigts de tomber. On a eu le patron du MEDEF qui a dit que c'était n'importe quoi les jours fériés. Il s'est exprimé sur une mesure symbolique. Alors, on a toujours dit que c'était infusible, mais que le patron du MEDEF s'exprime dessus, c'est quand même très significatif parce qu'il s'engage très peu. Ils essayent de refroidir la situation. Je vous le dis, Macron peut tomber en 2025. Faites tout pour. Ça doit être le mot d'ordre absolu. 10 septembre, c'est une campagne pour que Macron dégage. C'est la condition
de toute nouvelle possibilité, de toute nouvelle politique. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'empêcher ça. Et le MEDEF, la bourgeoisie, commence à trembler. Et si vous mettez la pression, elle va dégager Macron d'elle-même parce qu'il va poser plus de problèmes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, eux, du chaos, ils viennent de le dire, plus de problèmes que de solutions. Donc, bougeons-nous. Yes. Ensuite, on a un petit extrait pour savoir un peu le plan qu'ils ont dans la tête. Ah, c'est ça. Donc c'est Antoine Oberdorf qui dit « Signe que les socialistes veulent tout faire pour éviter une nouvelle dissolution. L'ex-frondeur Laurent Baumel n'écarte plus l'option Cazeneuve avec de solides engagements et un renoncement au 49.3. Pour Jérôme Gage, l'urgence est de sortir du manichéisme qui consiste à dire en dehors de la dissolution ou la destitution, point de salut. Le seul chemin praticable, selon le député PS de l'Essonne, c'est un Premier ministre de transition, un pacte de non-censure avec le socle commun, mais personne n'ose encore l'évoquer au PS. Personne vraiment, des tabous semble-t-il en train de sauter dans la vieille maison. L'an dernier, on ne pouvait pas passer de Lucie Castet à Bernard Cazeneuve. Aujourd'hui, s'il nous propose Bernard Cazeneuve avec des engagements solides sur le fond et un renoncement à l'usage du 49.3, ça peut être une option sérieuse, estime Laurent Baumel. Pourtant, pas le dernier à barrer la route de l'ex-premier ministre de François Hollande. Ça, c'est très intéressant. Avant. Parce que nous, on le dit, on l'a dit dans des capsules, toi, moi, ou Zoé et moi, enfin voilà, depuis juillet. Depuis juillet, on dit le PS ne veut pas de dissolution. Ça ne l'intéresse pas. On le dit depuis juillet qu'ils ne veulent pas de dissolution, et que ce soit Faure ou que ce soit son aile droite. Et là, l'aile droite va reprendre la main sur Faure pour pouvoir imposer Cazeneuve et prendre en noisette ce Olivier Faure qui essaye encore de faire une alliance. Mais tu te rappelles, on l'a fait. Allez voir cette capsule qui s'appelle le flop populaire sur les noisettes. Mais qui croit à cette candidature commune Ruffin-Faure-Tondelier? Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, quoi. Et nous, on l'annonce depuis 2 mois. Vous voyez que le graphique a toujours raison. Yes. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, ma chaîne Pas du PADU, à aller voir Position Revue sur Internet, et puis à aller voir aussi On ne veut plus. On vous a déjà montré le joli site internet. Comment est-ce qu'on peut le voir au mieux? C'est peut-être comme ça. Ouais, le joli site internet On ne veut plus, où vous pouvez générer des visuels. Où là, vous avez les différents canaux, notamment le canal Telegram qui est aussi en description, que vous pouvez rejoindre pour parler du générateur et vous organiser aussi parce qu'on est en train de faire des groupes pour avoir du matos, on ne veut plus. Et puis voilà, vous avez l'appel, vous pouvez soutenir l'appel, dire comment vous voulez participer au mouvement et tout ça, dire où vous êtes et vous serez recontacté. Et puis voilà, sur ce, on vous dit à plus. Salut, on ne veut plus.